Voilà. Alors Joël ou Laurie, je vous laisse la parole pour cette conférence sur la transcommunication vue par l'IFRES. Vas-y, vas-y. D'accord, bien. Oups. Eh bien, déjà en premier lieu, nous sommes très heureux de pouvoir partager le fruit de nos recherches avec vous tous. Comme tu le disais en préambule, nous sommes loin, mais grâce à la technologie, nous pouvons se sentir très proches puisque ce genre de média peut nous permettre de discuter avec des gens qui sont extrêmement loin. J'imagine qu'à l'époque, les spirites du 19e siècle auraient été très heureux de pouvoir justement parler de leurs recherches et des expériences médiumniques qu'ils faisaient à travers ce genre de choses, puisque c'est le monde entier qui s'ouvre. Alors naturellement, cette ouverture nous donne un contexte qui est plus ou moins positif, puisque quand on s'ouvre au monde, bah, on a aussi bien le bien que le mal, c'est-à-dire les choses positives ou les choses négatives, mais on prend tout, puisque nous ne rejetons pas du tout le monde dans lequel nous vivons et que nous nous sentons pleinement humains. Et donc, à partir de là, quand on se sent pleinement humain, eh bien, on accepte tous les côtés de notre humanité. Alors, on va commencer donc notre intervention et puis on va vous parler un petit peu très brièvement de ce qu'est l'IFRES pour que vous puissiez être au fait de ce qu'est notre association et ce que nous y faisons. Oui, alors bonjour déjà à tout le monde. Alors un petit tour rapide de l'association. Donc c'est une association loi 1901 sans but lucratif. Elle a été créée en 1991 et officiellement à la préfecture en 1996. Voilà, on a démarré, on était une petite bande d'amis en 91. Elle est uniquement composée de bénévoles. Nous travaillons tous à côté. Et donc, nous travaillons pour l'IFRES le soir de la semaine et depuis très peu de temps, le dimanche, toute la journée. Et elle est financée seulement par les cotisations et les dons qu'on peut nous faire. Alors, ces activités, évidemment, il y a bien la TCI, transcommunication instrumentale, mais elle ne fait pas que ça. Donc dans l'association, on a aussi des expériences médiumniques sur différents sujets. On travaille donc avec une médiumnité en écriture automatique. Donc c'est Joël qui est le médium écrivain. Donc il a une médiumnité mécanique. Hein, ça veut dire que tout simplement, il n'a pas conscience de ce qu'il peut écrire. Quand il se met en condition, il dort à moitié. Et donc, on a plusieurs catégories d'expériences médiumniques qu'on a appelées... on en a 4, en fait. On les a appelées toutes différemment. Donc, avec plusieurs sujets. Donc, on a de la philo, on débat sur des thèmes philosophiques. On a des expériences qu'on a mis en place pour les gens qui ont envie de s'entraîner un petit peu de travailler plutôt leur médiumnité, encadrée par les membres du groupe. Et puis une très importante où on accueille des entités qui viennent donner leur témoignage. Et c'est comme ça qu'ont été édités les 3 livres de l'IFRES. Je pourrais en parler un petit peu plus tard ou tout de suite là après. Alors les témoignages, voilà, ils sont là. Donc pour vous raconter très brièvement, les livres ont été reçus en fait pendant des expériences médiumniques. Donc Joël se met en condition, on reçoit. Alors on ne demande rien, hein, on attend. Le premier livre, le premier esprit qui est venu donner son témoignage, c'est Daniel. On a d'ailleurs été tous surpris, tout le petit groupe. Donc il est venu, il a commencé à écrire à peu près sur 80 pages. C'est, pour vous donner une idée, c'est à peu près 4 lignes par page.
Donc, on a reçu une première partie sur un temps, sur à peu près 1 heure et demie. Ensuite, on recopie les écritures. On ne change rien, sauf les fautes d'orthographe, bien sûr, mais sinon, rien n'est changé. Et on recommence la semaine d'après, et la semaine suivante, et la semaine suivante. Et en fait, l'entité vient vient reprendre là où il s'est arrêté la fois d'avant. Voilà, et donc, eh bien, mis bout à bout, tous ces messages forment les livres que nous avons édités. Donc, Daniel, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est étranglé par sa mère, qui a une crise de démence, qui devient folle et qui tue toute sa famille, ses 2 fils et son mari, et dont Daniel. Et lui, Daniel, eh bien, il va nous raconter un petit peu tout son périple dans l'au-delà, et la rencontre avec son guide et la loi de causalité. Voilà, il aborde différents sujets et va même au-delà de la Terre. Voilà, c'est un témoignage très, très intéressant, très bouleversant et qui plaît à beaucoup. Oui. Très enrichissant. Ensuite, on a eu Louis dans l'ombre du corridor, et là, c'est un bourgeois du 19e siècle qui meurt et qui pense, qui croit que toute sa famille n'en voulait qu'à son argent, et c'est pour ça que, même mort, il est encore dans sa maison et il entend sa famille. Et il pense que Dieu lui a permis cela pour se venger et se rendre. Voilà, il pense que voilà, sa famille n'en voulait qu'à son argent. Donc, tout le long, il va vouloir se venger auprès de sa femme, de ses servantes, de sa fille. Et donc, il va hanter sa maison. Et voilà, c'est beaucoup de péripéties. Il nous raconte. C'est très intéressant aussi parce qu'il va nous raconter comment il arrive à bouger un objet, par exemple, à faire valser tous les livres de la bibliothèque. Il va nous emmener pendant aussi la guerre 39-45. Voilà, c'est une autre écriture. C'est complètement différent de Daniel, mais c'est aussi tout aussi intéressant. Et puis le dernier, qui est édité il n'y a pas longtemps, c'est Stéphanie, Ce que tu m'as donné. Et donc Stéphanie, c'est une jeune fille qui avait un problème de cœur. Elle commence son livre comme un journal d'une ado. Et elle nous explique qu'elle a un problème de cœur, qu'elle attend une greffe. Donc elle est très malade, forcément. Elle nous raconte un petit peu sa maladie, son état physique, jusqu'à la greffe. Donc elle reçoit une greffe du cœur, mais malheureusement la greffe ne tient pas. Le greffon ne tient pas et elle décède, et elle va nous raconter pourquoi, entre autres, le greffon n'a pas tenu. Donc c'est très brièvement que je vous relate un peu les 3 livres. Alors, juste pour vous expliquer que la vente des livres nous sert à réimprimer en fait les suivants. Là, en ce moment, on est en train de recevoir une autre entité qui s'appelle Henri, et qui nous a déjà donné le titre du livre, qui va s'appeler Petites histoires entre amis. Et en fait, il nous donne, c'est comme des brèves, des petites histoires avec une certaine moralité, très intéressant. De toute façon, c'est très enrichissant. Et donc, la vente de ces livres nous permet de réimprimer et de rééditer les suivants. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié sur l'assaut. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet, donc la transcommunication. Alors, la petite introduction qu'a fait Laurie sur l'écriture automatique est très importante. Elle n'est pas là, on ne l'a pas fait pour vouloir présenter nos livres, mais surtout pour bien vous expliquer que nos travaux ont comme genèse l'écriture automatique. Puisqu'il y a fort longtemps, les esprits nous avaient écrit lors d'un message en écriture automatique qu'ils pourraient venir se manifester à la télévision. Autant vous dire qu'à cette époque-là, quand ils nous ont parlé de télévision, de caméra, nous ne comprenions pas du tout là où ils voulaient nous emmener.
comment les esprits pouvaient-ils se montrer à la télévision? Comment ils pouvaient se faire entendre par téléphone? Tout ceci était un petit peu obscur. Eh bien, on leur a demandé comment ils allaient s'y prendre, les esprits nous ont tout simplement donné des plans, des directives techniques, en nous disant de construire telle ou telle chose, de placer telle caméra avec telle télévision. Et au bout du compte, nous nous sommes aperçus que nous pouvions avoir des interactions intelligentes avec eux, c'est-à-dire des signes que nous pouvions reconnaître, que ce soit des images, des sons, des signes, des lettres, des chiffres. Et c'est de ça que nous allons vous parler. Nous allons vous expliquer un petit peu et très sommairement le cheminement qui nous a permis de construire ce qu'on appelle la cellule, la grande cellule de contact et son satellite. Alors nous avons démarré tout au début avec une caméra, une télé et les VHS. Voilà. On relisait image par image. Tous ceux qui ont déjà connu, que ce soit les magnétophones à cassette ou les magnétoscopes à cassette VHS, où il fallait relire 2 heures d'enregistrement image par image. J'aime autant vous dire que les cafetières ne duraient pas longtemps, les cafetières de café, et nous nous sommes nourris de sucre et de café pendant de longues nuits d'études. Alors, nous allons passer donc à l'observation du phénomène et la relation avec notre matière, puisque il faut bien comprendre que tous les phénomènes paranormaux qu'on dit, qu'on exprime ou qu'on explique en étant quelque chose de paranormal, bon, c'est un petit peu surfait, puisque il n'existe pas de quelque chose d'au-delà de la normalité, il existe seulement des phénomènes qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas. Il est évident que notre science a à peine 400 ans d'existence et qu'il est difficile d'expliquer l'univers ou tout ce qui s'y greffe avec 400 ans d'études. Nous sommes encore au niveau de l'univers des petits garçons et peut-être même encore des êtres à l'état embryonnaire, et qu'il va être compliqué de pouvoir se faire une idée globale juste de ce qu'est l'univers, de ce que sont les esprits et de ce qu'est la survivance de l'âme à la désagrégation du corps physique. Quoi qu'il en soit, il est question de matière, puisqu'il faut bien comprendre, messieurs, dames, que la matière que l'on croit connaître est encore largement méconnue et que les scientifiques aujourd'hui, les physiciens, sont en panne d'idées. Ça fait à peu près une 50aine d'années qu'ils attendent, qu'ils cherchent le moyen de trouver autre chose, de faire évoluer les paradigmes, et c'est assez compliqué. Et les esprits n'ont de cesse de nous dire que nous avons encore beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre, et qu'il va falloir inventer d'autres choses, d'autres idées, d'autres préceptes pour véritablement comprendre véritablement ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. Alors, voici la représentation en animation de ce qu'est un atome. Vous savez que nous sommes tous constitués d'atomes. Tout ce qui est dans l'ordre du visuel et même de l'invisible est fait de matière. Et la matière est faite d'atomes. Les atomes sont constitués de particules. Et certaines d'entre elles sont constituées de supraparticules, c'est-à-dire de particules plus petites. La petite boule rouge que vous voyez sur l'écran est le centre d'un atome, qu'on appelle le noyau. Et les petits points jaunes qui gravitent autour, ce sont des électrons. Alors, ne croyez pas qu'il y a plusieurs électrons. En fin de compte, imaginez-vous que vous n'avez qu'un seul électron qui tourne. Mais comme il est en multitude de places, il tient une multitude d'endroits à la fois, eh bien on le représente comme un nuage électromagnétique. Mais il est impossible véritablement de savoir quelle place il a dans l'espace. Et on peut même penser que la particule peut être en 2 endroits en même temps, en 2 états simultanés. Et que c'est la manière dont on va la regarder qui va déterminer son état. C'est ça, une onde, soit une particule, c'est-à-dire une infime partie de la matière. Alors on passe brièvement sur cette expérience de Jung, qui est très connue des physiciens. Il faut savoir que la particule interagit avec l'observation que l'on en fait.
Donc, le fait d'observer quelque chose induit sur son état. Eh bien, il faut savoir que cette notion d'observation est très importante dans tous les phénomènes paranormaux, même dans les phénomènes médiumniques. Par exemple, on ne peut pas savoir si dans une maison hantée, au fin fond d'une forêt, au fin fond d'une région qui est au fin fond d'un endroit inexploré, on ne peut pas savoir si les esprits se manifestent. Et d'ailleurs, il n'y a aucune utilité à qu'ils le fassent, puisque de toute manière, personne ne sera là pour le voir. Or, on s'est aperçu que tous les phénomènes ont une interaction avec celui qui l'observe. C'est-à-dire que si un esprit se manifeste, que ça soit avec un médium, ou en soulevant une table, ou en faisant bouger un objet, c'est parce qu'il y avait quelqu'un pour le voir. En dehors de quoi, le phénomène aurait été invisible. Il aurait fait partie de ce qu'on appelle les probabilités du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir être. Mais que pour qu'il puisse être visible, il a fallu qu'il y ait des observateurs. On ne peut dissocier l'expérience de l'observation. Et même quand le médium est tout seul et qu'il reçoit des informations, il est lui-même en état d'auto-observation. En fin de compte, dès l'instant qu'on appelle les esprits, on crée une espèce d'interaction intelligente avec eux, et ces esprits-là se nomment. Ils deviennent quelque chose de pondérable. Avant cela, avant qu'on s'interroge sur leur existence, ils sont une probabilité. C'est-à-dire qu'ils sont là d'une manière improbable, en occupant tout l'espace en même temps, mais dès l'instant qu'on veut communiquer avec eux, eh bien, ils deviennent une identité qu'on peut reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'on leur prête une identité. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une multitude d'identités. Il faut savoir que notre esprit a pu dynamiser différents corps. Hein. C'est le principe même de la réincarnation. Eh bien, il faut savoir que à l'état d'esprit, il les incorpore tout en même temps. Puisque de toute manière, il est impossible de déterminer une place particulière de l'esprit dans l'univers. On va passer à la diapo suivante. On va vous parler maintenant de notre cellule de contact. On vous rappelle que nous sommes ici dans l'atelier. Nous sommes là dans notre atelier et que la cellule de contact, elle est juste ici, là, ici. Et donc, c'est l'endroit où nous travaillons et nous mettons en place cet appareil. Comme nous ne pouvons pas faire un jeu de caméra et puis vous montrer tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas le but, on va vous présenter des photos. Alors, comme on l'a dit au tout début, tous les plans ont été reçus en écriture automatique. Nous sommes, moi et Laurie, notre contact est un binôme. C'est-à-dire que comme moi, Laurie vous l'a expliqué, je suis en état de conscience modifié, je n'ai pas conscience de ce que je fais pendant ces moments-là. C'est Laurie qui, elle, est le lien pensé avec l'entité. C'est elle qui administre l'expérience et qui la rend quelque part intelligible, puisque sinon, les esprits viendraient, donneraient une dictée et s'en iraient. Or, nous avons réussi à établir un contact tel un débat, et que ce débat n'est possible que parce que Laurie établit ce lien et demande l'interaction, encore une fois, l'interaction intelligente qui nous donne justement des résultats. Tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, juste pour préciser, pour que vous essayiez de s'imaginer, donc il y a quelques personnes autour de la table, donc Joël se met en condition, il commence à écrire, vous voyez à peu près 3-4 lignes par feuille, en script bien souvent. Et puis bien moi je retire les feuilles et je commence à relire à voix haute pour tout le monde. Et là commence à s'instaurer un dialogue, c'est-à-dire que les participants peuvent interagir en posant une autre question ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, et on instaure un dialogue comme ça. Donc pour la TCI, ce qu'on appelle nous les TCI techniques, les psychotechniques, eh bien on prépare bien sûr quelques questions sur la technique voilà, qu'on a posée, ou des directions, des conseils. Et lors de ces séances qui sont en ligne sur notre site web, voilà, elles sont partagées pour tout le monde qui veut aller les lire. Voilà, il y a donc une interaction, vous pourrez voir des questions-réponses. Et donc c'est grâce à cette
cette partie d'écriture automatique qu'on a pu, que la cellule est devenue cellule, puisqu'on est parti, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une télé, une caméra et des cassettes VHS pour arriver à une cellule qui, est une petite. Voilà, c'est On une va vous le boîte. montrer, voilà, C'est c'est une une boîte. grosse boîte. C'est une boîte dans laquelle on rentre. On rentre à l'intérieur. L'image qu'on vous montre là, c'est tout simplement d'un côté ce qui a été reçu en écriture automatique, donc les plans. Alors, il y en a eu d'autres. Hein. Là, c'est juste, on vous a pris que 2 exemples. Mais des dessins comme ça, on en a eu des dizaines et des dizaines. Et ce qui est à droite, c'est ce qu'on a compris. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fabriqué. Voilà. Alors là, vous avez la cellule à proprement parler. Donc, vous voyez sur la photo de haut à gauche, vous voyez donc la cellule avec un effet de perspective. Ça, elle n'est pas tordue, hein, c'est parce que c'est la photo, c'est le grand angle qui fait ça. Vous avez le pupitre, tous les ordinateurs que vous voyez à gauche, ce sont les ordinateurs qui nous permettent de recevoir le son et l'image. Là, vous avez un écran de contrôle qui vous montre ce qui se passe à l'intérieur, et puis la porte ouverte, où là, on peut entrer à l'intérieur. Voilà, donc là, nous sommes à l'intérieur. Vous voyez l'écran qui est en haut, l'écran vidéo que vous voyez en On haut. voit pas la souris quand je la passe? Je ne sais pas, si certainement. Eh bien, voilà, ici, c'est tout simplement, dès l'instant qu'on reçoit une anomalie, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne s'explique pas dans l'enregistrement vidéo, tout le monde est mis au courant, et surtout la personne qui se trouve dans la cellule et assise sur la chaise qui est ici. Donc la personne entre, s'assoit ici, on ferme la porte et l'expérience commence. Voilà ce que voit la personne devant elle. Nous avons donc le grand rond blanc que vous voyez, blanc teinté de vert, est ni plus ni moins que la grande parabole. Elle fait 1,50 m de diamètre, et comme vous l'avez compris, c'est une parabole de type polaire, c'est-à-dire qu'elle vient faire converger, que ce soit les signaux lumineux ou les signaux sonores, sur le centre, qui est matérialisé par le cercle en bois, sur lequel sont fixés 4 micros. Le miroir au fond que vous voyez est un miroir Kepler. C'est un miroir qui sert habituellement pour regarder les étoiles, qui fait partie, c'est un miroir de 300 mm, et qui est posé au milieu de la parabole, face et dans l'axe d'une caméra, qui va permettre de créer un effet de strioscopie qu'on va vous expliquer. Là, vous avez aujourd'hui donc ce petit panache de brume qui vient de changer la semaine dernière, puisque nous expérimentons et nous changeons systématiquement, suite à plusieurs essais, notre installation pour parfaire le résultat. Ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins que de la brume, et la tache un petit peu blanche-verte, c'est tout simplement le croisement de 2 rayons laser qui viennent former dans la brume des franges d'interférences. Et ces interférences-là, avec l'eau, créent une sorte de plasma qui permettent aux entités spirituelles de modeler les molécules d'eau et de créer une sorte d'apparition très furtive, mais grâce à laquelle nous pouvons voir des formes se dessiner, notamment des visages, des lettres et des chiffres, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, c'était le préambule de notre observation, de notre conférence. L'effet d'observer induit-il une réaction sur le phénomène en lui-même? Ça ne veut pas dire qu'on influence pour nous faire plaisir. Ça veut dire que le fait d'observer fait partie du phénomène et est importante à celui-ci. Et comment nous nous sommes rendus compte de ça? Nous avons mis plusieurs choses en place. Alors, là, on vous montre 2 poussins. Non pas que nous aimons d'une manière, comment je veux dire? Si, on aime bien les poussins. Voilà, on aime bien. C'est pas parce qu'on aime bien les poussins ou que nous en enlevons nous-mêmes. Non, tout simplement, c'est parce que vous savez que la volaille en général est subie, ou plutôt est incorporée par le phénomène de l'empreinte. Alors, qu'est-ce que le phénomène de l'empreinte, surtout sur ces animaux? Eh bien, la première chose qu'il voit, il le prend pour ses parents, notamment sa mère nourricière. Là, ce que vous voyez, c'est le pied de l'ingénieur allemand qui a créé
plusieurs expériences, qui a mis en place plusieurs expériences pour s'apercevoir que nous pouvions influencer la matière, donc la matière qui nous entoure. Et donc, il a, à la place donc, de mettre un humain, il a mis ce petit robot à la sortie de la coquille de ce petit poussin, pour que ce petit poussin puisse prendre ce petit robot pour sa mère. Alors ce petit robot, il a quelque chose de particulier, c'est pas une simple boîte de conserve qu'on aurait peinte en verre. Non. Et il est doué de roulettes, et surtout il est doué d'un mécanisme qui lui fait, qui l'anime plutôt, dans un sens complètement aléatoire. C'est-à-dire que le robot, quand on l'allume, il ne prend jamais 2 fois le même chemin. Alors comment on peut s'en apercevoir? Tout simplement parce qu'au centre du robot, il y a un stylo, un feutre, et que le robot est posé sur d'immenses feuilles de papier, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. C'est-à-dire que quand le robot se déplace, il crée des lignes, et que grâce à ces traits, on peut s'apercevoir d'expérience en expérience, eh bien, la place qu'il prend. Et donc, chose importante, c'est que quand on allume le robot, eh bien, le robot se met à parcourir l'espace qui est donc entouré de bois, hein, un petit peu comme un jeu de boules, je ne sais pas si vous voyez. Et le petit poussin, lui, eh bien, suit ce robot comme si c'était sa mère. Il le suit véritablement partout. Et donc la question que l'ingénieur s'est posée, c'est si on prend le robot et qu'on le met dans la cage qui est derrière, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez le graphisme de droite. Vous voyez qu'à partir du centre de la feuille, tous les mouvements le rapportent sur le coin en bas à droite. Et le coin en bas à droite, c'est là où est le poussin. Oui, le poussin, il appelle sa mère. Il piaille dans sa cage puisqu'il ne peut plus bouger. Il est tellement en détresse, en appelant sa mère, qu'il influe, sans le savoir, sur les mouvements soi-disant aléatoires d'un petit robot, chose qui n'est pas normalement et scientifiquement possible. Première question, comment le cerveau d'un poussin qui n'est pas plus grand qu'un petit pois peut influer sur les mouvements aléatoires d'un robot? Comment est-ce possible? Il a recommencé l'expérience des centaines de fois, et des centaines de fois, le robot s'est mis à se diriger vers le poussin. Naturellement, quand le poussin n'est plus là, et qu'on allume le robot se remet à bouger n'importe comment. Donc, messieurs, dames, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poussin a influé sur la matière. Et ça veut dire que si le poussin est capable d'influer sur la matière, à plus forte raison, nous tous ici, assis derrière notre ordinateur, nous sommes capables d'influer sur les événements d'une manière complètement subconsciente. C'est-à-dire que quand vous regardez la télévision et que vous critiquez telle ou telle personne, que vous ne pouvez pas voir le commentateur de TF1 le soir ou Antenne 2. Oui, pas qu'à la télé aussi. Oui, pas la télé. Ou que vous êtes en voiture, vous êtes en train de crier sur la personne qui vous a fait une queue de poisson, eh bien vous pouvez être sûr que vous influez sur la personne. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas là à répéter ce genre d'influence tous les jours, comme il l'a fait avec le poussin. Parce que c'est en réitérant l'expérience qu'on peut s'apercevoir qu'il y a véritablement influence, puisqu'on a des traces. Naturellement, quand c'est une fois, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous influez la personne, mais vous l'influencez. Tout comme moi, en ce moment, nous deux, nous vous influençons. Et comme le fait que vous nous regardiez, vous nous influencez d'une manière certaine, mais qui ne peut pas être pour l'instant retracée. Eh bien, ce caractère d'influence, nous l'avons incorporé à nos expériences. Comment? Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a sur l'image, voilà ici, des petits points blancs. Eh bien, ces petits points blancs sont en réalité des formes, c'est-à-dire des carrés, des triangles, des rectangles, des ronds, qui sont générés par un générateur de formes aléatoires. Cette génération de formes aléatoires propose à peu près 80 000 signes par seconde.
80 000 formes par seconde. Et ces formes sont projetées sur la brume. Et on va demander aux esprits d'utiliser ces formes-là, de influencer ces formes comme le poussin influence sur les mouvements aléatoires du robot, et de pouvoir, par cet intermédiaire, créer leur propre forme. Et il y a aussi, dans le dispositif, le rayon laser que vous voyez donc divisé en deux. Et ce laser-là crée sur la brume, comme on vous l'a montré tout à l'heure, des formes, des franges, d'interférences. Et ces interférences-là créent une soupe lumineuse prompte à la manifestation des entités spirituelles, c'est-à-dire à la création d'anomalies qui ne sont pas explicables dans le déroulé logique de la vidéo. Il y a aussi un autre aspect dans notre montage qui est le phénomène, ou plutôt le dispositif optique de strioscopie. Alors ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre, mais la strioscopie est la manière d'observer les mouvements de l'air à l'œil nu. Vous savez que le fait de parler, là je parle dans un micro, donc je produis des vibrations avec mon larynx, modulées par ma bouche, par ma langue. Mes poumons projettent de l'air à travers tout ça, et cet air-là, donc, est modulé. Ce sont des fréquences. Ces fréquences-là font bouger une membrane très fine dans le micro, et ces vibrations sont calculées par l'ordinateur et retransmises en son. Eh bien, il est possible de voir, tout simplement, les vibrations qui sortent de ma bouche, comme il est possible de voir une chaleur à l'œil nu. Quand vous êtes dans la campagne et que vous voyez au loin la route, vous pouvez voir une espèce de fumée qui vient perturber l'air. Eh bien, c'est ce qu'on essaye d'avoir grâce à la strioscopie, qui est ni plus ni moins, le dispositif est relativement simple, c'est un miroir avec une caméra, et on vient juste filtrer quelques rayons lumineux pour ne voir que ceux qui permettent de regarder la perturbation de l'air. Voilà. Là, sur cette vidéo-là, vous voyez tout simplement eh bien, les perturbations de l'air, que ce soit les ondes sonores ou les chocs, comme le livre qui tombe sur la table. Vous avez aussi voilà, une personne qui se tient devant le miroir et qui claque des mains. Voilà. Une autre vidéo où on voit la chaleur de la main, donc, ou la personne qui tousse, qui envoie de l'air. Tout ça, ça se voit à l'œil nu grâce à la strioscopie. Alors, si grâce à ce dispositif, nous sommes capables d'observer à l'œil nu la perturbation de l'air, la question nous est posée. Est-ce que les esprits peuvent déplacer de l'air? Bonne question. Comment s'en rendre compte? Soit en nous soufflant sur la joue, mais j'imagine que ça va être difficile pour eux de souffler sur la joue puisqu'ils n'ont plus de bouche pour le faire, ou de déplacer des masses, c'est-à-dire d'occuper la place d'autre chose. Un petit peu comme si vous remplissiez votre baignoire d'eau jusqu'au ras-bord, si vous plongez par exemple un gros objet à l'intérieur, eh bien la baignoire va déborder tout simplement parce que la masse de l'objet va remplacer la masse de l'eau. Et donc l'eau qui est en trop va déborder. Eh bien, peut-être que les esprits peuvent aussi déplacer, selon leur masse, s'ils en ont une, l'air, et donc venir faire perturber ce dispositif. Et c'est justement en ce sens que nous avons mis en place la strioscopie. Là, vous avez notre propre miroir, et vous avez la chaleur de la bougie que l'on voit à l'œil nu. Et là, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va venir dans la cellule et placer sa main, et comme pour l'autre, eh bien, on voit tout simplement se dégager des doigts la chaleur corporelle. Voilà, donc notre dispositif est fonctionnel. Nous pouvons voir les perturbations de l'air. Là, en l'occurrence, la bougie perturbe l'air par sa chaleur.
Voilà. Je peux vous assurer que dit comme ça a l'air assez simple, mais les réglages sont Oui. très fastidieux, hein. On peut mettre facilement à peu près 1 heure à régler tout ça. Voici donc le dispositif pratiquement prêt à l'emploi. Vous avez tout ce qu'on vient de vous expliquer, les formes Là, aléatoires, c'est pour la lumière stroboscopique voilà, qui est là. et la lumière stroboscopique, et l'enceinte de 10 Hz. L'enceinte de 10 Hz, elle est faite pour agir sur les molécules d'eau de la brume et rendre visible une brume qui ne l'est plus pour les esprits. Tu veux l'expliquer peut-être? Non. Il faut savoir que Je t'en prie. les esprits n'ont plus de yeux. Il faut bien ils n'ont plus nos 5 sens. Et donc, les constitutions physiques de notre monde ne sont plus pondérables pour eux. Ils les perçoivent à travers nos sens. Nous sommes, en fin de compte, les portes, les catalyseurs d'un monde dont ils ne font plus partie. Ils ont donc le souvenir de ce qu'ils ont été et ils retrouvent les sens et les dimensions de ce monde à travers les médiums ou à travers les personnes qui sont autour. C'est-à-dire que les esprits peuvent pirater le monde des vivants à travers les 14 milliards de yeux qui sont sur Terre. Alors, la possibilité d'identification. Il est évident que tout à l'heure, vous allez faire une expérience médiumnique en ligne et vous allez demander au médium de rentrer en contact avec l'esprit de vos proches. Il est évident que pour être sûr que c'est bien d'eux dont il est question, eh bien, il va falloir que vous puissiez les identifier. Et dans nos expériences, l'identification est importante. Et lorsque nous avons des interactions, c'est-à-dire que quand nous avons des résultats, eh bien, nous sommes il est important pour nous de pouvoir se rendre compte si oui ou non nous sommes bien en relation avec des proches, avec des esprits proches, et non pas avec autre chose. Alors, ici, je pense tout le monde peut voir le 1 plus 2. Ça, on est bien d'accord, c'est une image qui a été reçue dans la cellule, avec les appareils qu'on vous a expliqués, avec les formes aléatoires, avec le laser et avec la strioscopie. Il faut savoir que ce que vous voyez là, c'est de la brume. Et dans la brume, voilà ce qui apparaît. Il faut bien que vous compreniez que toutes les images que vous allez voir sont apparues dans la brume. Là, c'était une dame qui était venue nous voir, qui est venue nous rencontrer et qui est entrée dans la cellule. C'est une dame qui est venue, qu'on ne connaissait pas, qui nous a connus via une conférence, je crois, et qui a voulu venir essayer elle-même à expérimenter dans la cellule. Elle est venue et elle a reçu cette image. Et donc nous, on s'est posé la question quand on l'a reçue. On s'est dit, bon, 1 plus 2, on s'attendait plutôt à avoir un visage. Et en fait, quand elle a vu cette image, elle a dit, ah bah c'est bon, c'est ma grand-mère. Donc on lui a demandé, ah bon, mais comment vous voyez ça? C'est votre grand-mère, c'est un 1 plus 2. Elle a dit oui, parce que quand j'étais petite, c'était le petit rituel qu'on avait quand j'allais voir mamie. Dès que j'arrivais, elle me demandait 1 plus 2, ça fait combien? 2 plus 2, elle me faisait réciter ma table d'addition, de multiplication. Voilà, donc pour elle, c'était complètement, c'était sa grand-mère, quoi. Donc voilà. Effectivement, on aurait pu très bien attendre un visage, mais là, on est dans une démonstration d'une identité que personne ne pouvait connaître sauf elle. Là, c'est la même chose. On y voit parfaitement un cœur qui s'est formé dans la brume. Là aussi, tu peux expliquer. Oui, là, c'est Catherine qui donc a perdu son fils Julien d'un accident. Et en fait, quand elle est venue, je crois que c'était dans les débuts 2016, hein, il me semble qu'elle est toujours avec nous, elle est à l'IFRES. Et donc, quand elle a voulu, elle est rentrée dans la cellule, elle a dit à son fils, écoute, Julien, je ne sais pas si tu vas pouvoir te montrer, je sais pas, surtout, je ne sais pas si je vais pouvoir te reconnaître parce que les visages sont pas non plus, super nets, quoi, hein.
Je ne sais pas si je pourrais te reconnaître. Est-ce que tu peux venir et me faire un cœur? Voilà, et donc elle a obtenu le cœur. Elle en a eu plein d'autres images après, hein. Alors là, c'est pareil. C'était une dame qui est venue et qui est entrée dans la cellule, Elsa, et qui a voulu recevoir, ben, tout simplement, d'avoir des nouvelles, ou plutôt avoir une manifestation de sa grand-mère. Et donc, vous avez à droite le visage de sa grand-mère et à gauche l'image du transcommunicationnel. Et effectivement, même, on voit quand même une certaine ressemblance. Donc, pour elle, c'était certain, c'est l'image de sa grand-mère. Alors, vous voyez, hein, l'image avec l'espèce de halo vert, c'est le laser, hein. Et pourquoi l'image est ronde? Bah, vous avez compris, hein, puisque tout se passe devant le miroir Kepler qui est rond. Voilà. Là, c'est assez intéressant. C'était, ça fait pas longtemps, Oui, hein. ça fait pas longtemps, en septembre 2021, c'est toujours Cathy qui communique avec Julien. Et donc, on était à une expérience médiumnique le matin, où elle a pu communiquer avec Julien. Et donc, elle lui a demandé, est-ce que tu seras là cet après-midi pour l'expérience de TCI? Donc, il lui a dit oui. Est-ce qu'on peut se dire tout de suite quel signe tu pourrais me faire dans la cellule en TCI? Donc, il lui a dit oui, je te ferai le salut des motards. Et il l'a dessiné. Et donc, il l'a dessiné, c'est le V, C'est ça. fameux comme ça, là, quand on est en moto. Donc, le V, donc elle lui a dit, d'accord, on se voit cet après-midi dans la cellule et tu essaieras de faire le V. Et donc, voilà, il a effectivement fait un beau V, Alors, salut du motard. vous vous rendez compte de la difficulté? Il y a là déjà une interaction reconnue, intelligente, puisque le matin, l'esprit dit et écrit le V, donc c'est l'image de gauche, et dans la cellule l'après-midi, il forme dans la brume, par sa volonté, le chiffre, enfin la lettre V. On est là dans une interaction intelligente remarquable et qui nous montre cette possibilité de reconnaissance et surtout d'interaction intelligente, puisque quand on demande, c'est ça qui est le plus important, on demande et on reçoit. Alors, il y a une question aussi qui se pose, qui est venue se poser dans nos expériences, c'est est-ce que le phénomène est localisable? Eh bien, c'est ce qui va se passer un petit peu avec vous cet après-midi. Quand vous allez être avec la médium, eh bien, la médium est chez elle et vous êtes chez vous. Mais par contre, ça n'empêchera en rien la possibilité de l'esprit de se manifester, d'être tout à la fois avec vous et avec elle, et d'envoyer les informations qui pourront faire en sorte que vous reconnaissiez votre défunt. Eh bien, nous avons mis en place tout un dispositif pour nous permettre de voir, d'observer et de démontrer que le phénomène n'est pas localisable. Ce que vous voyez là, c'est les deux cellules, c'est-à-dire la cellule qui est à Sartrouville, là où nous sommes présentement. Qui fait 3 mètres sur 2. Voilà, un gros truc. Et vous avez en noir, à côté, son satellite qui se trouve à Dijon. Et il faut savoir que quand la personne rentre dans la cellule et qu'elle déclenche elle-même le dispositif d'enregistrement, c'est pas nous, hein, c'est elle qui la déclenche elle-même, la personne qui est dans la cellule, elle déclenche en même temps l'enregistrement du satellite qui se trouve à Dijon. Et nous, ce que nous attendons, c'est d'avoir des images, soit les mêmes, d'un côté ou de l'autre, ou des images complémentaires, ce qu'on appelle des communications croisées. Par exemple, un 3 x 2 ici et un égal 6 à Dijon. Voilà. Et là, vous avez tout simplement la photo du satellite, qui est le même dispositif, mais en beaucoup plus petit. Donc personne ne rentre dedans là, hein. C'est trop petit. Ça fait 1,20 m de long sur 70 de haut et 80 de large. Voilà. Là, vous avez tout simplement
le dispositif avec la brume qui descend là, les caméras, tout comme l'autre, mais en tout petit. Maintenant, nous allons vous montrer les résultats d'expérience du satellite, c'est-à-dire les images qui ont été reçues par le satellite. À distance, donc. Alors, par le satellite à distance et qui n'ont pas été, nous n'avons pas du tout reçu ces images ici à Sartrouville avec la cellule. Premières images. On est là, on voit très nettement un visage avec une espèce de toque. On pourrait même penser être dans les pays très froids, dans l'Est. Bon, c'est un peu de l'interprétation, mais nous voyons sans mal un visage. Alors là aussi, vous voyez l'image, il y a une espèce d'arc, de cercle qui est sur la partie droite de l'image. C'est tout simplement le miroir du satellite qui est beaucoup plus petit. Hein. Au lieu de faire 300 mm, il en fait que 150. J'espère que vous voyez tous bien l'image, sinon il faut vous reculer un petit peu de l'écran de l'ordi. Je vais passer la suivante. La suivante, on remarque très bien, pareil dans le coin droit de l'image, une tête de quelqu'un qui fait coucou. On remarque même ses lunettes avec un reflet sur le bord de son carreau. C'est quelque chose d'assez incroyable. Quand nous avons reçu cette image, nous avons été très surpris, puisqu'elle ressemble beaucoup, le visage en tout cas ressemble beaucoup aux photos qu'on pouvait avoir du médium brésilien Chico Xavier, qui, à la fin de ses jours, était photographié avec des grosses lunettes noires, parce qu'il avait très mal aux yeux. Et donc, on pourrait penser que ce soit cet esprit qui se manifeste. Alors, les petites lignes que vous voyez sont les lignes qui sont produites par les formes aléatoires projetées sur la brume. Une autre image, on observe sans mal l'image d'un être humain, en tout cas d'un humain. On voit très bien ses sourcils, on pense même qu'il a peut-être les yeux fermés, on voit très bien son nez, sa bouche, peut-être même sa moustache. En tout cas, il est impossible d'expliquer comment sont produites ces images scientifiquement, puisque nous filmons le chaos des volutes d'une brume, et pouvoir avoir ce genre de détails dans la brume, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Même dans les nuages, on n'a pas une netteté aussi forte. Hein, il est évident que dans les nuages, on peut voir toutes sortes de choses, mais à ce point-là, c'est assez compliqué. Et là aussi, on revoit une image d'un être qui s'est fait photographier, encore une fois les yeux fermés, peut-être. On voit très bien les cheveux. On voit, voilà, c'est quelque chose d'assez remarquable et qui se produit systématiquement pendant les expériences. Alors, il est possible, et justement c'est ça qui est intéressant, au même titre que ce qui va se passer cet après-midi avec le médium, il est possible de faire la même chose avec nous lors des expériences le dimanche, de vous connecter depuis chez vous sur l'interface, même sur Zoom, comme on fait là, et de faire votre propre transcommunication avec la même image que nous produisons à la fois de la cellule à Sartrouville et celle qui se trouve à Dijon, et de créer votre propre transcommunication et de demander aux esprits de se manifester chez vous. Voilà, on va vous montrer maintenant les images qu'ont reçues les internautes. Et tu peux expliquer des images qu'on n'a pas nous-mêmes obtenues. Ni le satellite, qui n'ont été reçus ni par Sébastien à Dijon et ni par l'équipe ici à Sartrouville. Voilà une image qui a été captée par un internaute en 2018. C'est-à-dire qu'elle a capturé une image sur la vidéo que l'on diffusait et voilà ce qu'elle a vu. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Cette image-là, on ne l'a jamais reçue. C'est exactement comme si on vous donnait une vidéo et que vous puissiez, dans cette vidéo-là, voir des images que nous-mêmes, nous n'avons pas vues avec la même vidéo. C'est comme si il y avait une seule vidéo et plusieurs résultats possibles.
regardez, un internaute qui a reçu la lettre 1, certainement, Le chiffre 1. le chiffre 1. Oui, pardon. Il faut que je retourne à l'école. Et après, un espèce de symbole. On ne Oui. sait pas trop à quoi ça correspond. Mais... Voilà, donc là, nous sommes encore une fois dans l'observation d'un phénomène que nous ne pouvons pas expliquer totalement, surtout dans la définition de ce que peuvent vouloir dire tous ces chiffres et toutes ces lettres. Alors, juste une petite précision, les personnes qui ont reçu ces anomalies-là n'ont pas reconnu Non. spécialement de proches ou de... Voilà. Ils ne savent pas du tout qui c'est. Regardez ce visage qui a été reçu aussi par un internaute et mettez-vous à la place de la personne. Elle est chez elle, elle fait l'expérience en même temps que nous et elle capte une image qui vient se manifester chez elle. Ça peut faire peur, surtout ce genre de tête où il y a des gens qui disent Oui, un petit peu. mais il a des yeux de chat, c'est le diable. Bon bah nous, vous savez, on n'est pas versé dans ce genre de choses. Nous, en fin de compte, on observe un phénomène, on n'est pas dans une réflexion de croyance. Quand on fait ces expériences, on ne croit pas en quelque chose, on ne fait que observer un phénomène qui nous produit des anomalies, qui nous montre ce genre de choses. Maintenant, l'image est encore assez floue, donc difficile de dire qu'effectivement l'esprit aurait des yeux de chat. Bon, d'autant plus qu'on a demandé, enfin, vous imaginez bien qu'on a posé 10 000 questions en 30 années. Et on avait demandé pourquoi quelquefois les visages avaient cette tête-là, en fait. Pourquoi des fois ils paraissaient un peu sévères ou pourquoi ils souriaient pas plus que ça. Et en fait, ils nous ont dit que cette expérience était tout aussi difficile pour les entités qui venaient et s'essayer à la TCI, enfin, oui, à la machine de leur côté. C'est comme s'ils mettaient leur visage dans... Ils nous ont dit, imaginez-vous mettre votre visage dans une bassine d'eau et qu'on vous prenne en photo du fond du bassin, voilà. Donc oui, effectivement, on aura une tête assez bizarre, enfin, j'imagine. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça demande un effort pour eux. Et donc voilà pourquoi ils ont quelquefois des têtes Pas possible. pas possibles. Voilà, encore une image reçue par un internaute. On pourrait même penser qu'il louche. Regardez les lettres, vous vous rendez compte? L'os. Alors, dommage, on aurait eu le T, ça aurait fait lost, Ouais. ça aurait fait perdu. Mais en tout cas, recevoir des lettres comme ça dans de la brume, c'est quand même improbable. Et là, 840. 840. Pourquoi on a reçu le chiffre 840 dans de la brume? Il faut savoir que ces images sont très furtives. Tout à l'heure, vous allez voir, on va vous montrer des vidéos, comment la vidéo se transforme. Vous allez voir comment se transforme le panache de la brume. Mais pouvoir reconnaître à un moment donné le chiffre 840 d'une manière très furtive, puisqu'on filme à 80 images par seconde, rendez-vous compte, 80 images par seconde, et qu'on voit ce genre de choses arriver, c'est quelque chose complètement de fou, quoi. Ça fait des années qu'on fait ça, et je vous assure, messieurs, dames, que nous sommes toujours autant surpris quand on a ce genre de choses. Regardez, on croirait même écrit Jude. J-U-D. Alors maintenant, on va vous parler d'une innovation qui nous prend du temps et on espère réussir à bon port. Réussir à venir à bon port, mais ça demande des ressources système et surtout de l'ingénierie qui nous demande beaucoup de réflexion. Dans l'équipe, nous avons des ingénieurs, mais comme l'a dit Laurie tout à l'heure, nous avons tous notre travail et nous venons ici bénévolement et surtout dans nos moments de loisirs, dans nos moments où nous n'avons rien d'autre à faire. Et donc, c'est difficile
de trouver le temps. Et là, cette partie aussi nous demande beaucoup de ressources système, beaucoup de ressources d'ingénierie qui nous est difficile de mettre en place. Et l'IFRES a toujours travaillé un peu le son, mais toujours un petit peu en arrière-plan de la vidéo. Et on a obtenu dans les débuts avec le magnéto et cassette, hein, on a obtenu quelques sons. Mais ce qu'on voulait, c'était aller un petit peu plus loin que ce procédé et surtout pouvoir permettre aux entités de pouvoir s'exprimer comme à voix haute, quoi, que tout le monde puisse entendre sans qu'il y ait besoin d'un transcommunicateur derrière le magnéto. Oui, et puis, vous savez, dans la transcommunication instrumentale audio, aujourd'hui, ça a été dit au tout début, les gens prennent des supports sonores, des bruits d'eau, des bruits de froissement de papier, etc. Et souvent, nous devons tendre l'oreille et il est difficile de se rendre compte. Les esprits nous ont orientés vers un dispositif où ils créeraient leur propre voix avec un système donc maîtrisé et synthétique. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un clavier et que ce clavier-là, ils tapaient leurs mots dessus et que ces mots étaient prononcés d'une manière pas mécanique, mais d'une manière numérique. Et ce qui permettrait déjà de plus avoir de forme d'interprétation. Quand on a un A ou un I ou un O, vous allez voir, ils peuvent nous donner ces lettres-là en ce moment. Eh bien, il n'y a pas à se tromper. Si on leur demande de nous faire un O, un I, un E, les voyelles, et qu'ils répètent, nous sommes dans l'interaction intelligente. Et là, on est sûr qu'il y a quelqu'un au bout du fil, j'ai envie de dire, qui répond à nos questions. Avec le système qu'on a mis en place, oui. Voilà. Alors, comment est venu ce système-là? Eh bien, tout simplement en s'inspirant, encore une fois, d'ingénieurs allemands. Il faut croire que les Allemands, ils sont assez innovants. Figurez-vous qu'il y a une équipe d'ingénieurs allemands qui a fait parler un jour un piano. Alors, on va vous montrer ce que ça donne. Et on va partir de ce poste-là de ce début pour vous montrer ce que nous avons fabriqué. Alors juste parce que ça on n'en a pas parlé, mais quand on dit on parle de l'IFRES et on parle d'une équipe derrière, oui. On ne parle pas de juste voilà. Joël et Laurie, hein, il y a toute une équipe derrière et heureusement qu'ils sont là. Et tous sont des talents, ont une culture, tous ont on fait des études comparé à nous, oui. Un peu plus. Voilà, ils ont tous quelque chose d'intéressant à apporter à l'association. Voilà, on n'est pas que tous les deux. Hein. Voilà, il y a un ingénieur en informatique, il y a un docteur en mathématiques et physique des particules, il y a un docteur en traitement des signaux électromagnétiques, et puis il y a des gens qui ont fait des études d'astrophysique, et voilà, il y a beaucoup de gens à caractère scientifique dans l'association, et fort heureusement qu'ils seront là pour nous permettre, de nous aider de fabriquer tout ça. Alors j'espère que vous allez entendre le son. Oui, alors par contre, oui, parce que ça, on n'a pas fait d'essai tout à l'heure. Est-ce que vous entendez, oui, certainement. Alors, ce que vous avez entendu, c'est tout simplement un système. Alors, vous avez vu, c'est un clavier de piano qui est sur lequel est juxtaposé des pistons qui viennent tour à tour appuyer sur les touches. Ils se sont aperçus qu'en enregistrant une voix humaine, que la voix avec ses fréquences crée des pics qu'ils appellent des pixels. Et en reproduisant donc les fréquences propres à ces franges, eh bien, on pouvait faire parler un piano. Les esprits nous ont demandé de s'inspirer de ce dispositif pour créer notre propre
piano virtuel. Mm. Et voilà ce que ça donne. Vous avez ici, sur le petit plan que vous voyez tout simplement un Arduino qui est un mini ordinateur, qui est branché à une enceinte, un haut-parleur, En haut-parleur, ouais. et lui-même, tout ce dispositif branché à un capteur de pression atmosphérique. En fin de compte, au lieu d'appuyer sur une touche qui demande quand même une force mécanique assez importante, eh bien, les esprits ont cette possibilité-là de pouvoir agir sur la pression atmosphérique dans un espace très réduit. Et donc, ce dispositif-là leur permet d'actionner un système qui permet, après coup, de produire des voix. Voilà ce que ça donne. Donc, dans le montage, vous avez l'Arduino et vous avez le petit circuit imprimé sur lequel est branché et connecté le capteur de pression atmosphérique. Il faut savoir que le capteur est très petit. Voilà, vous en avez à peu près 1 ou 2 par petit circuit imprimé. Et ça, vous avez donc le fameux dispositif qui est branché dans la cellule. Ça fait un peu fouillis, hein, mais Oui, ça ne l'est pas en vrai. c'est fouillis parce que pour l'instant, comme on expérimente, on fait rien en dur. Hein, on veut d'abord voir si ça marche avant Bon bricole. voilà, avant de créer quelque chose de beaucoup plus compact. Alors voilà, on va maintenant vous faire entendre les résultats. Tu prends le micro? Alors, Ah non, avant ça, ah non, pardon. donc, tu peux, Oui. voilà à peu près comment se passe une expérience de TCI. Il y a 5 secondes de vidéo qui sont enregistrées simultanément. C'est-à-dire que quand la personne rentre dans la cellule, quand elle appuie sur le bouton, eh bien, elle déclenche les 2 enregistrements, Sastrouville et Dijon, sur un enregistrement de 5 secondes. Mais, comme nous enregistrons à 80 images par seconde, alors que Dijon est encore à 25 images par seconde, nous avons une différence d'image. Donc nous avons 400 images sur 5 secondes, alors que à Dijon, il n'y en a que 125. Et le son, lui, est enregistré dans la totalité de l'expérience. C'est-à-dire que quand la personne rentre dans la cellule, il y a 5 secondes d'enregistré vidéo, mais il y a une relecture qui dure à peu près 10 minutes, qui est donc le temps où la personne va rester dans la cellule et où là, elle va avoir la possibilité de créer des interférences, ou plutôt des interactions avec les esprits. Regardez ce plan. Vous avez tout simplement la personne qui est assise sur la chaise. Elle rentre dans la cellule. Au moment où elle rentre dans la cellule, on met en route l'enregistrement audio. Après, on lui demande d'appuyer sur le bouton d'enregistrement vidéo quand elle le sent. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes dans la cellule, vous concentrez un petit peu, vous vous recueillez, vous appelez par exemple vos parents, votre frère, enfin l'esprit d'un de vos proches. Une fois que vous êtes bien concentré, vous appuyez sur le bouton. Et là, vous allez déclencher les enregistrements vidéo qui sont en bleu. Et 5 secondes après, ça s'arrête automatiquement, la vidéo s'arrête et on commence à relire les images. Mais par contre, l'audio, lui, continue. Et il y a les personnes donc, qui est à l'extérieur de la cellule, qui est un petit peu l'animateur de la séance, qui va se mettre à parler avec la personne qui est assise. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout se passe bien? Et la personne va répondre. Et là va commencer le jeu des questions. C'est-à-dire, esprit, êtes-vous là? Si vous êtes là, eh bien, faites-moi un signe. Est-ce que vous pouvez me faire un I? Est-ce que vous pouvez me faire un A? Parce que pour l'instant, nous en sommes qu'aux voyelles. Bientôt, nous aurons des mots, mais pour l'instant, nous en sommes aux voyelles. Et nous nous sommes aperçus que les esprits répondaient à nos sollicitations et que quand nous voulions un A, ils faisaient un A. Quand nous voulions un I, ils faisaient un I. Ils ont même réussi à faire un oui. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, voilà les résultats d'expérience du larynx. Entre autres, hein, puisqu'on en a d'autres, mais il a bien fallu qu'on fasse une petite sélection. Alors, c'est bien des capteurs de pression atmosphérique. On ne peut pas appuyer dessus. Hein. On peut pas. Non.
on peut pas interagir, nous, dessus, hein. Non. Et puis, il faut savoir qu'il y a 60 capteurs, hein. Donc, il faut savoir lequel qui va déclencher le A, lequel va déclencher le E ou lequel va déclencher le B, etc. Et vous auriez beau souffler dessus ou prendre un marteau et taper dessus, ça ne marcherait pas, hein. Donc, on est bien dans une pression atmosphérique qu'il n'est possible de changer que par la pression atmosphérique. Par exemple, vous savez, le fameux anticyclone des Açores et qui vient faire l'été sur la France, qui fait 1000 hectopascales, ça c'est une pression. Eh bien, c'est ce genre de pression dont il est question, hein. Et là, on s'est aperçu que quand il faisait moche, Oui, il fallait qu'on pense à régler autrement le larynx, parce que quand il fait moche, eh on bien, les change. interactions sont beaucoup plus difficiles. Il faut donc toujours régler le système par rapport à la pression atmosphérique qu'il y a dans la pièce. Alors, Je te laisse mettre le micro. oui. Alors là, on va vous montrer, on va vous faire entendre ce que a voulu. Vous allez entendre Amar qui demande, il est dans la cellule. Amar, c'est donc notre trésorier, et il demande aux esprits de faire un A et écoutez ce qui se passe. Le A. Le A. Bim, bravo. Vous avez entendu, il a demandé un A, et les entités spirituelles ont réussi à appuyer, ou plutôt à générer une pression atmosphérique suffisante pour prononcer le A. Vous vous rendez compte? Ils ont et là on se lance une espèce de comment dire d'apprentissage où on apprend à parler à des entités qui n'ont plus de corps. Donc ils se servent d'un outil, c'est très compliqué, pour nous faire entendre des lettres et bientôt des mots. On continue. Bon, est-ce que vous pourriez faire et O, du coup, vu que le... Direct. Vous avez entendu? On va leur prendre à peine Angélique, qui est une des responsables administratives de notre association, à peine a-t-elle dit est-ce que vous pouvez faire un EO qu'on entend derrière EO. Et vous vous rendez compte, ils ont là, c'est une composition de 2 lettres EO. Écoutez encore. Bon, est-ce que vous pourriez faire et O, du coup, vu que le... Direct. Vous avez entendu? Tout de suite EO. Là encore une fois, messieurs, dames, comment on peut-il trouver l'interaction suffisante, la pression suffisante, parce que si jamais ils appuient trop fort, ça fait une autre lettre. S'ils appuient pas assez, ça fait encore une autre lettre, puisqu'il y a à peu près 2 lettres par capteur. Mais c'est juste quelque chose d'assez ahurissant. On continue. Là, carrément, Cathy demande un O-U-I. Et ils l'ont prononcé presque comme oui. Écoutez. O, U, I. Ah, on l'a eu. Et voilà. Là, les entités ont bien éplé O-U-I. Encore une fois, messieurs, dames, si un jour vous passez par là et que vous rentrez dans la cellule, vous allez voir, ou que vous participez à une de nos journées journée porte ouverte, eh bien, vous allez vous apercevoir que c'est un dispositif qui est extrêmement pointu et qui ne peut pas être influencé par quelqu'un de l'assistance. On est vraiment sur une interaction qu'on ne maîtrise pas. On continue. Un U long. Alors là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, moi aussi. Vous avez entendu? Là, Angélique demande un U long, mais elle voulait entendre U. Et on entend U long. En fin de compte, ils ont carrément, je voudrais que vous dites U long, ils ont prononcé U long. On va remettre le passage pour que vous compreniez bien. Un U long. Et voilà, on a entendu très nettement Oui, U long. Et donc là, messieurs, dames, c'est pour nous quelque chose d'assez excitant parce que avec ce principe-là, je vous assure que dans quelques temps, puisque là aujourd'hui on va faire évoluer le larynx, après avoir vu que les voyelles pouvaient être prononcées à volonté, eh bien on va maintenant incorporer à notre dispositif ce qu'on appelle des phonèmes, des choses un petit peu plus construites au niveau de la dialectique et qui vont permettre aux esprits de prononcer des mots. Et donc quand on rentrera dans la cellule et qu'on leur dira « Est-ce que vous êtes là ?» qui nous répondra « Oui, messieurs », par exemple, hein, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Rajoutez à ça les images,
puisque nous, notre but, c'est que les images ne soient plus furtives, mais qu'elles durent au moins 1, 2, 3 secondes pour que nous puissions les voir à l'œil nu, pendant que nous sommes dans la cellule. Nous vivons un rêve, nous vivons quelque chose de révolutionnaire, franchement. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer comment se produisent les apparitions sur la brume maintenant. Alors, les résultats d'expérience, on vous a pris quelques extraits. Donc, là, c'est bien les extraits vidéo et c'est vraiment la façon dont on les voit apparaître. Alors, vous vous rendez compte? Voilà comment la brume apparaît image par image, comment l'image en haut à gauche apparaît dans la brume. On va passer à la deuxième, regardez. On voit l'image en haut et on voit comment elle apparaît en bas, dans la brume. Donc, on s'aperçoit que cette espèce de visage apparaît sur 2 ou 3 images, dans un panache de brume. Regardez celle-là, encore cette tête. Cette tête apparaît. Elle apparaît littéralement dans la brume. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le visage puisse rester sur 10, voire 15 images d'affilée, ce serait merveilleux. Ben oui, rendez-vous compte, vous rentrez dans la cellule. D'un seul coup, vous voyez apparaître dans la brume une tête qui vous dit bonjour. Je suis sûr que si on vous verrait sortir à toutes jambes de la brume, de la cellule. Bon, vous ne pourriez pas parce qu'il n'y a pas de poignée à l'intérieur, donc une fois que vous êtes dedans, vous êtes enfermé. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Mais bon, pour vous dire que c'est vraiment impressionnant. Là, on va la repasser, celle-là, on l'a pas bien vue. Mais on va la repasser. Regardez, un chiffre. Regardez comment apparaît le chiffre 57 dans la brume. Regardez ce visage. On dirait presque qu'il a un chapeau. Extraordinaire. Encore un autre visage. Hop là, comment ça apparaît? Attention, hop. Vous avez vu, c'est comme un flash. Eh oui, image par image. Alors la vidéo, c'est exprès, hein. On l'avance en avant, en arrière pour que vous puissiez bien voir que la manifestation est comme en pyramide. Il y a un point culminant et c'est le point culminant qu'on photographie. Regardez, des lettres, on dirait que c'est écrit Gilles. J-I-L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ce sont des signes. On nous envoie des signes. On nous envoie des informations. On en a fait des droite, gauche et tout. Non, mais dès que tu peux pas l'avoir. Est-ce que mes fils sont bien branchés? Voilà. Là, vous avez encore une autre image où on voit comme la forme d'une tête avec les épaules même. On voit très nettement se dessiner dans la brume. Cette anomalie qui, pour l'instant, n'est pas explicable par la science officielle, hein. Regardez ce visage. Vous le voyez, donc vous avez le visage en fixe en haut à gauche, et vous avez donc comment il est arrivé dans la vidéo. C'est toujours assez magique de voir ça. Là encore. Et des images comme ça, messieurs, dames, nous en avons des centaines. Oui. En fin de compte, c'est dans la multiplication du phénomène que nous arrivons à démontrer qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, nous n'avons plus à démontrer la récurrence. Le phénomène est récurrent. Maintenant, ce que nous aimerions avoir le plus souvent, ce sont des interactions intelligentes. C'est-à-dire que la récurrence tue un petit peu la récurrence. Nous, ce que nous aimerions avoir, c'est tout simplement, quand on pose une question, avoir une interaction intelligente. C'est ça vers quoi nous tendons. Encore un visage qui est apparu. Et toujours, on vous montre la vidéo pour bien démontrer qu'il ne s'agit pas d'une image fixe,
mais une image qui est arrivée dans une vidéo. On voit bien la progression de la manifestation. Alors là, un 16. Un 16, ouais. Vous vous rendez compte, un 16? C'est peut-être quelqu'un qui est amoureux d'une R16. Non, mais je rigole. Mais on ne sait pas pourquoi le 16. Est-ce que c'est 16 ans, la date du 16, on n'en sait rien. Ah, remarquez, c'était reçu le 15 octobre. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose le lendemain. Regardez, on voit très bien, le bas du visage n'a pas été formé, Ouais. mais on voit les yeux. Regardez ce regard. Eh bien là aussi, on le voit apparaître. On voit la vidéo apparaître. Enfin, on voit le visage apparaître dans la vidéo, pardonnez-moi. 80 images par seconde. On filme un simple panache de brume. Là aussi, regardez, on pourrait penser qu'il s'agit d'un monsieur avec des grosses moustaches blanches, avec un couvre-chef en forme d'un chapeau melon. Vous savez à qui me fait penser ce monsieur? Je m'avance peut-être un petit peu, mais il me fait penser à Jean Meyer. Ah oui, un petit peu. Regardez, encore une tête. Pour vous montrer que le phénomène est récurrent et que c'est quand même assez extraordinaire de recevoir autant de visages dans de la brume. Et rappelez-vous de la préambule de tout cela, c'est que ça a été construit suite à des messages en écriture automatique. Ce sont les esprits qui nous ont demandé de fabriquer ça, de les mettre dans ce sens-là pour arriver à ce résultat. Et c'est pas fini, puisqu'il y a encore des étapes à franchir. Toujours pareil, un visage avec un chapeau. Il semblerait que dans l'au-delà, il y ait certaines entités qui aiment se montrer avec des chapeaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore des chapeaux, hein. Là, nous sommes dans de l'idéoplastie, c'est-à-dire ce sont des images pensées. Ce sont les entités spirituelles qui projettent leurs souvenirs. Ils n'ont plus cette forme-là, mais ils projettent une forme dont ils ont été très empreints quand ils étaient encore vivants. Voilà, encore d'autres images. Et toujours pareil, toujours le même principe. On vous montre l'image, donc en haut à gauche, qui est l'image qui était sortie de la vidéo, et la vidéo native, la vidéo dans laquelle s'est manifestée l'entité. Vous pouvez en voir d'autres, d'ailleurs toutes celles qui ont été que nous avons retenues sur le site, hein. Tout est partagé librement. Toujours pareil. Regardez, on voit même son oreille. On voit son oreille, on voit son espèce de petite moustache, on dirait qu'il a même des cheveux en brosse. C'est quand même. On voit même comment l'oreille se forme. C'est dingue. Ouais. Et ça, cette espèce de ouais. signe, on dirait pi. Oui, ça c'était assez étrange. Et c'était un nouvel adhérent, tiens, d'ailleurs, Ouais. qui était dans la cellule. Notre nouvel adhérent qui fait partie de nos comités de pilotage de l'association, Johan, qui était dans la cellule. Qui a reçu la suivante aussi, oui. Alors là, ET, alors effectivement, ça fait E.T., hein, mais on n'en sait rien, hein. Pourquoi un ET? Même lui, il ne savait pas, hein. Même lui, il n'a pas su dire pourquoi on recevait un ET. Alors là, ça en a fait sourire plus d'un. Pourquoi VIP? Est-ce qu'il y a des personnes véritablement importantes dans l'au-delà? En tout cas, ça nous a fait bien rire. Et faut remarquer, il faut savoir que les esprits ne sont pas exempts d'humour, hein. Regardez ce visage extraordinaire. Ouais, superbe celui-là. Extraordinaire. Regardez de quelle manière ça se produit dans la brume. Extraordinaire. C'est fou. C'est fou ce qu'ils arrivent à nous donner. Et là, 34 degrés. Alors, c'était pas du tout la température extérieure, peut-être qu'au mois de mai, mais 34 degrés. Alors, est-ce que c'est une température qui est utile à l'expérimentation? Encore une fois, et si ça se trouve, il y a plein d'informations qu'on nous a données dont on n'arrive pas à savoir ce que c'est, quoi. Et là, naturellement, un des rares animaux qu'on a reçus,
Et oui, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. Nous avons eu l'image d'un cheval, un cheval blanc. Alors c'est peut-être celui d'Henri IV. Non, mais je rigole, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pourquoi un cheval? Surtout que la personne qui était à l'intérieur n'était pas spécialement Non. amoureux des chevaux. Et est-ce que l'esprit du cheval est suffisamment alerte pour pouvoir se manifester? Ou est-ce que c'est un souvenir qu'on a bien voulu nous envoyer? Mais en tout cas, on a eu une tête de cheval. Voilà, donc, eh bien, écoutez, nous avons fait le tour, très brièvement, de notre conférence. Oui, on a essayé d'être. Oui, ça va, 15h30. Voilà, donc, j'espère que vous avez bien pu tout voir, bien pu tout entendre, et nous sommes maintenant très dispo à répondre à vos questions s'il y en a. Et puis, voilà quoi. Alors, un grand merci à Joël et Laurie pour cette captivante conférence, hein. Au moins, vous savez transmettre votre passion et je pense qu'on l'aura bien reçu. Et c'est vraiment, on est friand de ce genre de conférence. Pour ceux qui souhaiteraient poser des questions, vous avez deux méthodes, hein, pour les poser. Soit vous utilisez le petit bouton qui s'appelle discussion en bas de votre écran et vous pouvez écrire votre question, soit vous activez le micro et puis vous prendrez la parole pour poser vos questions aux intervenants. Allez-y, s'il y en a qui veulent se manifester, c'est le moment. On vous écoute. Bon, et alors, pour lancer la mode, parce que c'est souvent le premier qui lève la main et qui est plus courageux, Chantal mon épouse avait la même question que moi. Est-ce qu'il arrive souvent, fréquemment, le sujet a bien été un petit peu abordé, mais peut-être un peu plus développé, que les gens qui rentrent dans la cellule reconnaissent réellement quelqu'un qui s'est manifesté au niveau de la brume? Oui, quand la personne. Là, tu demandes si la personne est à l'intérieur de la cellule, quand elle reçoit une image, est-ce qu'elle reconnaît ou pas la personne? Voilà, j'ai un problème. Faut couper les micros. Quoi? À part celui qui parle, les autres coupent les micros. Voilà, je suis en train de couper. Vous m'excusez. Oui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de souci. Je coupe les micros de tous les intervenants, sauf ceux de Laurie, parce que j'ai pris la parole. Mais une fois que j'ai pris la parole, tout le monde a activé son micro. Donc, on va attendre la réponse et puis je donnerai la parole à d'autres personnes. Allez-y. Vas-y. Alors oui, c'est vrai qu'on l'a abordé très, très rapidement, mais oui, c'est arrivé, notamment les images qu'on vous a montrées sur le 1+2, sur le cœur avec Julien. On a eu la grand-mère de la dame. On a eu une dame qui a reconnu parfaitement son mari. D'ailleurs, quand il s'est manifesté, il avait la même pose que sur une photo quand il était jeune, qu'elle avait à la maison, dans son salon d'ailleurs. Et le parapsychologue italien qui était venu avec Caruso. Ah oui, Madame Caruso, oui. Et il avait reconnu son mentor, un parapsychologue italien qui était venu se manifester. Il l'avait bien reconnu. Oui, oui, c'est assez rare sur toutes les anomalies qu'on a reçues depuis toutes ces années, mais quand même ça arrive. Et ça arrive de plus en plus fréquemment, oui, parce que les images sont forcément de plus en plus nettes. Oui. Est-ce que vous demandez aux intervenants de demander une réponse en lien avec quelqu'un de leur connaissance ou ils rentrent sans intention particulière? Comme ils veulent, sans intention particulière, avec une intention particulière. Ils peuvent ne pas parler s'ils n'ont pas envie, ou s'ils sont plus timides. On a eu des gens un petit peu plus timides. Il y a vraiment pas de règles. On est vraiment dans l'expérimentation. Donc chacun fait comme il a envie en fait. D'accord. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. S'il y en a qui veulent la prendre, ils peuvent lever la main et activer leur micro. Tout à l'heure, il y en avait des volontaires. Maintenant, il n'y en a plus? Si, il va bien y en avoir. Mais il y a une multitude de questions à poser, hein, derrière cette présentation. Moi,
Je la trouve trop courte, hein. Ah oui. C'est tellement passionnant, mais bon, on est obligé aussi de Eh rester oui, oui. Ah bah oui, c'est sûr. parce que sinon, les gens. Et vous savez, nous, on est un petit peu comme ça parce que quand on commence à venir travailler le dimanche, on se retrouve tout de suite à 20h le soir et on Ouais. se dit, bah, faut qu'on arrête parce que bon, on a une vie privée, il faut qu'on rentre, quoi, parce que Alors, sinon. moi, j'avais une autre question qui est peut-être un petit peu trop personnelle, vous me direz, Laurie et Joël. Vous avez quand même une culture scientifique à la base, peut-être, parce que le discours de Joël, enfin, je veux dire, ça boite pas, on comprend tout de suite, c'est clair, c'est précis. Non, on a vraiment pas de culture, on n'a pas été très loin à l'école. Joël un petit peu moins que moi d'ailleurs, moi Ah j'étais oui. un petit peu plus loin que toi. Non, on n'a pas du tout de culture scientifique. Par contre, on a ouvert des bouquins, on a rencontré des gens, on s'est formé avec eux, on a écouté, on a échangé. Oui, puis il y a Internet aussi, c'est merveilleux. C'est merveilleux Internet. Donc on s'éduque, on s'est éduqué comme ça. Et puis, alors forcément il faut un intérêt, puisque quand Joël se met en écriture automatique, forcément il faut que l'entité, alors c'est un groupe d'esprit qu'on a l'habitude de reconnaître, qui travaille avec nous sur la transcommunication. C'est toujours les mêmes, hein, c'est un petit groupe. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un peu de matière de la part du médium. Il faut, c'est comme tu expliques avec un musicien, c'est Oui. ça? Bah Vas-y. oui, c'est-à-dire que, en fin de compte, l'esprit utilise le cerveau du médium comme le musicien utilise un clavier par un piano. Si par exemple le piano est mal accordé, on aura beau avoir le meilleur des musiciens, dès l'instant qu'il va jouer dessus, bah, l'heure sera faux. Eh bien, les entités spirituelles choisissent le cerveau à peu près outillé comme il le veut, à peu près bien accordé, pour qu'ils puissent transmettre le mieux possible leurs pensées. Il faut savoir que c'est pour ça que le choix du médium est important par les esprits, parce que ils vont pas, pour expliquer par exemple un problème technique, ils vont pas utiliser un élève qui épelle. Donc ils vont plutôt utiliser quelqu'un qui maîtrise un petit peu la langue. Mais par contre, ce qu'ils ne veulent pas, c'est des gens formatés. C'est-à-dire que s'ils veulent donner des idées inédites, s'ils prennent par exemple un médium qui est très formaté dans ses croyances, ils vont avoir du mal à lui expliquer quelque chose qui va à l'encontre de ses croyances. C'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un le plus neutre possible, et c'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Ils auraient certainement peut-être eu de meilleurs résultats en s'adressant à des scientifiques avec 20 ans de carrière, mais le problème de ces scientifiques-là, c'est qu'ils sont souvent, je dis pas tous, mais beaucoup, sont formatés par une éducation qui est la somme de ce qu'ils ont pu apprendre. Et que quand on veut dire à une personne qui a passé 20 ans à étudier par exemple la physique des particules, quand un esprit veut lui dire qu'il se trompe et qu'il doit remettre en cause 20 ans d'études, c'est compliqué. Et je le comprends très bien. Donc mieux vaut avoir affaire à des gens qui n'ont pas du tout d'accroche idéologique, pragmatique sur pas des croyances, mais des calculs pour espérer élaborer de nouvelles dimensions, de nouvelles techniques, de nouveaux paradigmes. Parce que je peux vous assurer que il y a quelques fois, on a reçu des scientifiques qui ont posé des questions. Je vous assure on n'a pas compris la question et on n'a pas compris la réponse non plus. Donc c'est arrivé 2-3 fois où c'était et des dictées assez longues, quoi. Moi, ça me rappelle. C'était impressionnant. Tu te rappelles Monsieur Acier? Alors c'est drôle parce que c'était un petit monsieur qui s'appelait Monsieur Acier. C'était un ingénieur qui avait commencé à mis au point les premiers robots des Disneyland. Et donc il était venu à nos expériences d'écriture et il était très intéressé. Lui, il voulait construire une machine pareille pour pouvoir communiquer avec sa femme décédée. Bref. Et il était venu nous voir, très intéressé, et il avait voulu poser des questions aux esprits. Donc il pose une question très technique, très scientifique sur je ne me rappelle plus quoi, ça nous a carrément sorti de la tête. Quoi qu'il en soit, les esprits donnent une réponse. Et là, le monsieur dit « Ah, pardonnez-moi, mais là les esprits se sont trompés.
c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et là, automatiquement, les esprits ils lui donnent donc une réponse. Et à cette réponse-là, cet ingénieur, ce monsieur, en lisant la réponse, dit: ah non, effectivement, c'est moi qui me suis trompé. Et ils sont bien les petits gars avec qui vous communiquez. Tu te rappelles de ça? C'était drôle. Donc, vous vous rendez compte que moi, j'ai un niveau de 5e. Moi, je suis sorti, j'ai un CAP de mécanicien ajusteur. Parce que vous savez, à l'époque, on envoyait les gens un peu cancres grossir des pièces de métal avec de la lime, avec une lime. Donc moi j'ai été dans ce cursus écolier parce que j'étais tellement dans la lune que j'avais du mal à suivre le cursus écolier normal. Et donc, quand je reçois des communications qui me parlent de mécanique quantique, qui me parlent de relativité du temps, à l'époque, je me rappelle quand ils nous disaient qu'il fallait qu'on fasse attention aux pixels, c'est des choses qui me dépassent, parce que j'arrivais pas à faire une ligne, une dictée de 20 lignes sans faire 10 fautes. Donc, j'étais complètement largué. Et la première qui était surprise des écritures automatiques que je pouvais recevoir, c'était ma mère, qui disait: mais Joël, qui a écrit? Parce que je sais que c'est pas toi. Alors c'est vrai de la part d'une mère de dire que son fils est un cancre. Bon bah, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a dit: mais qui a écrit? Alors j'ai dit: maman, je fais de l'écriture automatique. Et là, elle m'a avoué qu'elle en faisait elle-même quand elle était plus jeune, mais que ça je ne le savais pas. Mais que ces messages-là nous racontent des choses qui nous dépassent totalement. Mais c'est tant mieux comme ça, parce que on arrive à on arrive à construire des trucs. Bon, on est limité, c'est pour ça que des fois on fait appel à des gens qui viennent nous aider, mais on espère bien. Là, en ce moment, Laurie, elle essaye de comprendre un petit peu le codage. Vous savez, rentrer un code pour faire un programme, elle va y arriver. Excellente réponse, merci. Je vois Sylvie qui demande: avez-vous mesuré les symétries des visages pour voir s'ils étaient près de visages vivants? Alors, elle espère que sa question est claire, moi aussi d'ailleurs, parce que peut-être aurez-vous une réponse là-dessus? Est-ce qu'on a mesuré la symétrie des visages? On a regardé avec un logiciel? Oui. Alors, ce qui est drôle, ce que vous me dites, c'est que on a rentré un jour ces images-là dans un logiciel qui reconnaît les visages humains et qui les transforme. C'était très drôle. On a donc pris une image et on l'a mis dans ce logiciel-là. Et ce logiciel nous a donné une vidéo de ce visage en train de chanter. Et je vous assure que c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si je peux vous... On n'a pas voulu le mettre en ligne parce qu'on s'est dit, on ne savait pas trop comment ça allait être pris. Mais donc le logiciel reconnaît parfaitement un visage humain. Et je vais essayer de vous montrer cette petite vidéo là qui dure pas longtemps. Là, en bas. Je sais pas si c'est... Pendant que tu règles, j'en profite pour répondre à René. Regardez le vidéo. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est pas très clair, mais on voit. Voilà, il chante. Il faudrait mettre du son, mais... Et donc, ce logiciel permet... on a voulu tenter l'expérience pour voir, et effectivement, il reconnaît qu'il y a un visage humain, les yeux, la bouche, tout. Et donc, alors que quand on montre une image, par exemple, d'un chien ou d'un chat, il ne reconnaît pas. Mais on n'avait pas eu un logiciel aussi, un autre logiciel? Oui, c'était un logiciel qu'utilisait la police pour les portraits robots. C'est-à-dire que pour pouvoir établir un portrait robot, à partir, par exemple, imaginez qu'il y a un enfant qui a disparu, il avait 6 ans, et 10 ans après, quelle tête il aurait? Pour qu'on puisse peut-être le reconnaître. Donc on a rentré ça dans ces images-là dans ce logiciel, et on a été effarés parce que on voyait carrément les yeux, c'était un visage de reconstruction faciale, c'est terrible. Et donc, encore une fois, là, le logiciel reconnaissait qu'il s'agissait bien de formes humaines. Extraordinaire. J'en profite pour répondre à René qui nous demande à quand sera la prochaine journée porte ouverte. Je l'invite à aller sur le site de l'IFRES, ifres.org, où toutes les infos de leur actualité, de leur activité sont... Voilà. Alors, ces journées portes ouvertes, il faut bien comprendre que ce n'est pas un droit à venir... Elles n'ont rien à voir avec les expériences de TCI. C'est-à-dire qu'on a créé des journées portes ouvertes pour subvenir aux besoins de l'association parce que
En bref, hein, on a dû déménager, on a été mis un peu dehors parce que l'immeuble a été revendu. Donc le nouveau propriétaire voulait faire complètement autre chose, donc on a dû partir, on a dû retrouver un autre local, bref. La loi du marché a fait qu'on a un local avec un loyer plus élevé qu'avant, et donc il faut qu'on trouve les fonds nécessaires à l'association, et on a voulu, on s'est dit pourquoi ne pas faire un après-midi porte ouverte où on accueillerait les personnes jusqu'à 12, donc ce serait vraiment un petit comité, on ferait une conférence, et ensuite on proposerait aux personnes de manipuler eux-mêmes les appareils pour faire une expérience de TCI. Voilà, puis il y a un échange, une discussion, enfin c'est très, très fraternel. Un goûter. Un goûter, et donc c'est pour ça on s'est dit, les gens en venant à cette porte ouverte aideraient l'association à pouvoir continuer à vivre et à faire ses activités. Donc ça, c'est la porte ouverte avec un tarif à la demi-journée qui est mis en place. Mais ça n'a rien à voir avec les expériences que nous faisons, donc en TCI ou en expérience médiumnique. Ces séances, ces expériences ne sont pas payantes. Elles sont gratuites. Donc, elles se passent le dimanche après-midi. Donc, si vous voulez venir sur Sartrouville, il n'y a aucun problème, on vous accueillera avec plaisir. Si vous avez envie de venir à l'intérieur de la cellule, si vous avez envie de venir nous rencontrer, il y a pas de problème, et on fera une TCI. Après, bien sûr, bien entendu que ça n'importe qui peut le comprendre, une assoce a toujours besoin de fonds un peu pour vivre, donc on demande à hauteur de ce que peuvent les gens. Voilà, on a mis un petit cochon à l'entrée, une petite tirelire à l'entrée de la sauce. Mais voilà, la personne peut, et c'est tant mieux pour l'association. La personne ne peut pas, c'est pas grave du tout. Et l'expérience se fera quand même. On n'a jamais voulu, jamais mis en adéquation l'apport médiumnique et tout le bienfait que ça peut donner avec l'aspect mercantile, parce que on estime que la médiumnité est un don extraordinaire qui est fait pour le bien de tous. Il n'en est pas de même de payer l'endroit où nous sommes, notamment le loyer. Moi, par exemple, qui travaille ma médiumnité, je paye moi-même l'endroit où je vais produire, où je vais produire ma médiumnité. Donc moi-même, je donne pour pouvoir m'asseoir sur cette chaise, parce que sinon, l'association serait dehors, tout simplement. Mais voilà, il y a une distinction entre payer le fait de communiquer avec les esprits et payer l'endroit où est implantée la machine, qui est du moins que le loyer. C'est très pragmatique, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment bien communiquer là-dessus, pour pas que les gens pensent que on veut récolter de l'argent avec ça. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer le plus loin possible. Mais voilà, aujourd'hui, ça nous coûte nous de l'argent, mais c'est bien, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pour ça que la dame qui a pour la porte ouverte, soit elle vient, elle s'inscrit à la porte ouverte et elle veut nous aider financièrement par son acte, et donc elle pourra jouir, elle pourra venir utiliser les appareils elle-même et voir comment ça fonctionne. Ou alors elle vient simplement à comme dit Laurie, à une expérience de transcommunication, et elle, là, il n'y a pas cet aspect d'argent, quoi. Pas du tout, pas du tout. Bon, c'est parfait tout ça. Je ne sais pas s'il y a des demandes de questions verbales. Je suis un petit peu embêté parce qu'il est 15h47. Et oui. Je crois qu'on va être obligé de clôturer quand même cette superbe conférence. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on a été très heureux. Très heureux. Alors, j'imagine que tout le monde est de Clermont-Ferrand. Non, on se trompe. Ah non. Ils sont de Lille. Ah oui, bien. C'est ça qui est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien de pouvoir s'ouvrir comme ça avec ces. C'est sûr, on n'est pas tous ensemble dans la même pièce, mais c'est bien de. Ouais. Non, il y a plusieurs villes représentées. Alors, c'est Saint-Pierre-Allais, hein, au fait que ce ne soit pas en présentiel. On va se satisfaire de ça. Moi, je suis
Je suis franchement épaté. Je suis devenu curieux. Je l'étais déjà pas mal, mais là, je suis bluffé par ce formidable travail que vous faites. J'ai vraiment envie de vous remercier au nom de tous les gens qui se sont connectés parce que je pense que même si on n'a pas trop de notions techniques, on a vraiment compris tout ce qui a été expliqué. C'est merveilleux, c'est fabuleux. Et ça ouvre vraiment des perspectives sur cette démonstration matérielle, scientifique, que l'au-delà existe. Je crois que c'est votre mission et je crois que vous êtes bien parti pour la réussir. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci énormément. De rien, c'est l'association Les Signes qui vous remercie. Eh bien, écoutez, nous, on va prendre, justement, on va continuer. Hein. On va continuer à regarder. J'ai tourné un peu la caméra. Hop, voilà, vous avez la cellule qui est là. Voilà. Allez, donc, on va continuer notre travail. On va continuer à venir, à essayer de travailler sur tous ces dispositifs. Et on espère un jour pouvoir venir carrément un jour à Clermont-Ferrand et vous faire entendre les esprits parler à travers le larynx virtuel en même temps que l'image. Je vous promets que dès que les conditions sont réunies, vous serez parmi nos invités des préférentiels, je dirais. C'est gentil. Merci. Un invité qui nous attendent, qui attendent que ça puisse reprendre le cours des choses, mais franchement, quelle démonstration. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous et merci d'être là aussi, de permettre tout ça, parce que vous savez, nous, on répond aux demandes, mais ceux qui organisent tout ça, vous avez du mérite. Hein. Franchement, vous avez du mérite. Je vais finir par couper l'enregistrement, sinon on est encore à 19h en train de se remercier.